Qu'en est-il quand on est témoin de la Deuxième Grande Guerre qui impliquera en premier lieu sa patrie, l'Allemagne? Habermas, même s'il est né après la Première Guerre mondiale, sera dès lors préoccupé par l'ombre jetée sur l'État-nation, sur l'État allemand en premier lieu, et sur sa désintégration à un certain moment de son histoire. À la suite de la Deuxième Grande Guerre, il tentera ainsi de déculpabiliser les Allemands de tout sentiment de culpabilité pour les atrocités perpétrées au cours de cette guerre. Il tentera de retourner vers une notion plus fondamentale de la démocratie qui, selon lui, doit garantir le respect des citoyens. Il sera aussi le témoin d'un deuxième fait historique, celui de la construction européenne sur laquelle Habermas tentera alors de modeler sa pensée. On pourrait reprocher à Habermas nombre de choses, mais devons-nous ici laisser les victimes et les minorités à l'ombre, que pour certains Habermas ne saurait écouter réellement, pour entendre ce qu'il nous dit sur les débuts du capitalisme marchand et financier, qu'il date autour du XIIIe siècle, et même si pour nous il se trompe encore sur sa compréhension de l'univers juridique du Moyen-Âge, même s'il tentera ultimement de s'appuyer sur une philosophie et une sociologie du droit pour développer une conception de la démocratie, et qu'il tentera par là de mettre l'emphase sur une conception procédurale, tout en insistant sur le rôle de la justice constitutionnelle dans l'État républicain, cette approche demeure pour nous celle d'un constitutionnalisme rudimentaire, primitif et naïf, mais donnons-lui la parole et écoutons son analyse sur la société, ici retracée avec sagacité par Anicet Louis, sur ce qui serait pour nous un discours de la modernité ou alors un post-discours de celle-ci. Le sujet sur lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui s'intitule « La conception postmoderne de l'état de droit démocratique » chez Jürgen Habermas au tournant cosmopolitique de la pensée politique contemporaine. Les multiples crises sociales que connaît notre époque contemporaine provoquent au cœur du savoir une remise en question des idéaux politiques de la modernité que sont l'état de droit, la justice et la démocratie. En effet, le développement de la globalisation a entraîné, au sein de la majorité des peuples de la planète, une extrême complexification sociétale et une dérégulation intra-étatique dont la pensée politique actuelle, en plein état de redéfinition, tente de cerner les contours. À côté de l'inéluctabilité de plus en plus manifeste de la question du cosmopolitisme, question qui s'inscrivait déjà dans la sphère de préoccupation des penseurs de la modernité politique, force est de constater que de nouveaux défis s'imposent de plus en plus à la pensée de ceux dont la tâche est de catégoriser la vie communautaire. Jürgen Habermas est un philosophe contemporain qui s'est particulièrement donné pour objectif de clarifier et de relever ces défis à travers le projet théorico-pratique d'une reconstruction paradigmatique du concept d'état de droit démocratique. Partant d'un constat qui marque fondamentalement l'histoire de la pensée politique depuis ces 3 dernières décennies, à savoir ce double état
d'inertie et de métamorphose du processus démocratique instauré jadis par la modernité au sein des communautés humaines, cet auteur envisage de pallier à la dissolution progressive du pouvoir étatique dont le caractère libéral se trouve submergé et gelé par l'avancée galopante d'un néolibéralisme politique et économique sévissant à l'échelle planétaire. À l'horizon de ce que d'aucuns regroupent aujourd'hui sous le concept de postmodernité, Habermas fait état de la crise que connaît la doctrine du libéralisme moderne, qui assignait au processus démocratique l'ultime tâche de programmer l'État dans l'intérêt de la société. Confronté à des questions telles que l'immigration, le multiculturalisme, la marginalisation économique, les sociétés contemporaines, pour peu qu'elles veuillent rester objectives et optimistes par rapport à leur contexte, sont à l'affût de nouvelles figures de représentation, notamment en matière de citoyenneté, d'identité collective, de souveraineté et d'autonomie politique. L'inefficacité de plus en plus manifeste du droit subjectif, qui définit à l'intérieur du droit moderne les statuts du citoyen, de l'État ainsi que les rapports qui devraient exister entre ceux-ci, se présente à la pensée politique actuelle comme étant un signe précurseur du dépassement futur des perspectives antérieures et suscitant l'élaboration d'un nouveau paradigme du droit. On comprend pourquoi il apparaît de façon récurrente au sein des écrits les plus récents d'Habermas la thématique qui a été au centre de nos investigations et qui nous réunit en ce jour, à savoir la conception postmoderne de l'état de droit démocratique au tournant cosmopolitique de la pensée politique contemporaine. Cette thématique s'inscrit dans le projet qu'a notre auteur de vouloir substituer à l'idéologie libérale l'innovation d'une nouvelle forme de républicanisme à vocation mondiale. La profonde crispation que connaît le système constitutionnel des États issus de la modernité face à l'hégémonie grandissante du néocapitalisme et la pluralisation des formes de vie à l'intérieur des frontières nationales sont des phénomènes qui tiennent en échec l'idée de démocratie, l'idée bien entendu de la démocratie d'inspiration rousseauiste selon laquelle l'État se définit comme étant une association volontaire de citoyens libres et égaux qui veulent régler leur vie en commun de façon légitime en recourant pour ce faire au droit positif. De fait, le propre de la démocratie semble être, d'après cette intuition originaire, d'instaurer au sein d'une communauté quelconque un système politique qui favorise l'autodétermination dans des conditions de contact permanent avec la réalité sociale concernée. C'est pourquoi Habermas, dans la postérité des penseurs modernes, s'est donné pour objectif d'élaborer une conception de la démocratie qui tienne compte de la complexité des circonstances présentes. Une telle entreprise
soulève bien évidemment des questions qui s'imposent fortement à la pensée politique contemporaine. Ces interrogations, de plus ou moins fortes les unes par rapport aux autres, ont jalonné la reconstruction conceptuelle amorcée par notre auteur dans le cadre de notre thématique. Partant d'une approche analytico-descriptive et critique du contexte sociopolitique actuel, celui-ci émet la nécessité de réviser les notions de citoyenneté et d'identité collective, compte tenu bien évidemment de la nouvelle donne. Jadis supposé être rattaché à un substrat culturel à provenance ethnique, le concept d'identité collective constituait en quelque sorte la source justificatrice de la solidarité sociale qui prévalait au sein des peuples modernes. Cependant, il ne semble plus en être le cas face à l'explosion multiculturelle repérée au sein de la majorité des peuples de la planète et à l'origine des multiples bouleversements sociaux de notre temps. Notre auteur se propose donc de promouvoir une conception neutre et pacifiante de la nation, conception essentiellement fondée sur la liberté de choix et la participation politique de chaque individu dans sa communauté respective. À travers la notion de culture politique commune, il envisage de reconstruire l'identité culturelle des peuples en s'appuyant sur des principes de liberté et d'égalité citoyenne ainsi que sur le respect de l'intégrité culturelle de chaque groupe ethnique ou de chaque vision particulière du monde. La création d'un espace de dialogue interculturel en vue de l'élaboration d'un projet de vie communautaire et de la fixation des idéaux politiques communs se présente en effet comme la manifestation d'une volonté de vivre ensemble. Cette nouvelle procédure d'intégration sociopolitique à tonalité inclusive permet, de par son ouverture, de prendre en considération toutes les particularités culturelles existant dans un territoire donné pendant le processus d'élaboration de la dite identité collective. L'objectif étant de garantir l'ouverture permanente de l'espace public à l'étrangeté et à la non-exclusion pratique des individus souhaitant adhérer et participer à un système politique donné. Cette forme de valorisation de l'idée de responsabilité vis-à-vis de l'altérité, accompagnant le processus d'intégration que prône notre auteur, pacifie les relations interpersonnelles à l'intérieur des communautés dites pluriculturelles. À travers le gage de l'idéal républicain, il transparaît donc une appréhension tout à fait nouvelle de la notion de politique. Il s'en dégage un certain universalisme des droits qui semble être fondé sur l'égale dignité des hommes. Ainsi, la politique s'ouvre aux dimensions éthiques de la conception humaine. En outre, à travers cette nouvelle approche communicationnelle de l'exercice de la citoyenneté, l'idéal de participation publique, les idées de reconnaissance et de responsabilité mutuelle s'entremêlent en vue du bien communautaire. Il y a dans ces nouvelles perspectives habermasiennes une refonte, ou mieux, une sorte d'affaiblissement de la notion même de pouvoir politique.
Cela paraît purement stratégique car il s'agit de retrouver de nouvelles bases de légitimation de ce pouvoir pour éloigner davantage ces risques d'ébranlement. En suggérant un nouveau canon de rationalisation du droit, de la justice, dont les principes pourraient être externes à nos constitutions déjà en place, notre auteur semble vouloir instaurer l'idée d'un permanent état de vertige juridique, remettant ainsi en cause l'idéal de souveraineté totale et achevée que recherchent les systèmes politiques jusqu'à l'heure actuelle. On comprend pourquoi notre auteur va élaborer une nouvelle conception de l'autonomie privée et de l'autonomie publique, en envisageant ces dernières comme étant intrinsèquement réciproques ou co-originaires. Il va ainsi révolutionner la base du contrat social. À travers la mise en évidence de l'action communicationnelle et de la discussion publique comme toile de fond de la démocratie délibérative, on est en présence d'un idéal politique centré sur la pratique d'auto-légitimation et sur l'exercice permanent et déterminant de la citoyenneté de base. Cette dernière semble être le socle, au mieux, la plaque tournante à partir de laquelle une véritable auto-réalisation sociale devrait s'effectuer. Et cette entreprise ne saurait être envisageable sans l'utilisation d'un certain sens d'objectivité. C'est pourquoi notre auteur consacre une partie de ses réflexions récentes aux questions d'autonomie politique, de légitimité des normes constitutionnelles. Le droit pourrait désormais se représenter comme un arbitrage visant à stabiliser provisoirement les conflits d'intérêts économiques et de vision du monde. On comprend pourquoi, selon notre auteur, la légitimité d'une constitution consiste dans la constance d'un renouvellement consensuel ou contractuel à travers l'activation perpétuelle de la braise radicale démocratique. C'est une expression qui est typiquement habermasienne. Et voilà. Il s'agit précisément d'une révision permanente des lois constitutionnelles en fonction des circonstances historiques contingentes. En outre, pour éviter de se faire prendre au double piège du radicalisme démocratique et du fondationalisme juridique, notre auteur nous propose d'intégrer au sein de notre représentation du politique l'idéal d'une raison capable de se remettre permanemment en question. Le pouvoir est désormais envisagé dans cette capacité discursive qui, contrairement aux visées des élaborateurs des pensées closes, maintiendrait en permanence sa possibilité d'ébranlement. L'établissement par Habermas d'un rapport stratégique et intrinsèque entre la morale rationnelle et le droit positif permet, à l'échelle domestique, la réalisation de l'autonomie politique. Par ailleurs, l'avènement d'une nouvelle conception post-westphalienne de la notion de souveraineté remet également en question cette autonomie et affecte ainsi, du point de vue externe,
la conception libérale de l'État de droit démocratique. La prolifération des entités économiques et supra-étatiques autonomes au sein de l'espace public international et le renforcement de la puissance financière de ces derniers ébranlent l'absolutisme du pouvoir des États. Le développement d'une communauté internationale à travers la promotion de la culture des droits de l'homme et la reconfiguration d'une citoyenneté mondiale a entraîné la relativisation du concept de souveraineté. Celui-ci est de plus en plus appréhendé comme devant être partagé par l'ensemble des acteurs qui, de nos jours, sont capables d'agir au sein de l'espace public international. Face à la réalité inéluctable de la mondialisation du droit, de l'économie et même du politique, notre auteur a voulu rechercher les fondements de l'autodétermination des peuples dans l'équilibre qui pourrait exister entre l'ouverture et la fermeture de chaque système politique. Cet équilibre consiste en une flexibilité bidimensionnelle du projet de vie de chaque communauté. Flexibilité dans le sens de la réalisation des ambitions collectives d'une part et de la prise en considération des principes cosmopolitiques prônés par le droit international pendant ce processus d'autre part. D'après Habermas, le phénomène de la mondialisation de l'économie suscite la nécessité de développer des capacités d'action politique à l'échelle supranationale pour pouvoir contrecarrer les ambitions néolibérales. En effet, ces dernières semblent être préjudiciables à l'épanouissement d'un idéal de justice cosmopolitique. D'où l'expérience social-démocrate de l'Union européenne pourrait, malgré les scissions idéologiques qu'elle a engendrées et continue d'engendrer, bien sûr, aujourd'hui, en fait, cet exemple pourrait constituer un modèle de régionalisation efficace à cause du fait qu'elle a pu, en développant un système élargi de démocratie parlementaire, à cause du fait qu'elle a pu bien évidemment pallier aux déséquilibres sociaux engendrés par le contexte économique actuel. On comprend ainsi que notre auteur prône au niveau supranational l'établissement d'une solidarité cosmopolite. Dans le même sillage de pensée que David Held et Samir Amin, l'idée d'un transfert des fonctions remplies par les États-providence nationaux à des instances supranationales telles que l'Organisation des Nations Unies amènerait les économies nationales à prendre en compte des critères sociaux et des valeurs éthiques fondamentales et battrait en brèche l'idéologie néolibérale. C'est pourquoi Habermas en appelle à un normativisme cosmopolitique seul à même de véritablement contrer l'avancée galopante de cette morale du marché. Il s'inscrit par le fait même dans un projet de réhabilitation de l'éthique politique à l'ère du règne de l'économique
Le fait de recentrer notre attention sur la notion d'espace public en y développant à ce propos une dialectique du national et du cosmopolite, ou alors dialectique du national au cosmopolite, constitue un apport considérable qui éclaire la conjecture politique présente et esquisse des perspectives nous permettant de fonder philosophiquement la nécessaire constitution d'un espace public transnational. À défaut de verser dans l'élaboration de propositions institutionnelles concrètes qui, en l'état actuel, risquent de rester utopiques, il s'en remet d'abord dans l'optique de la formation d'une volonté politique mondiale à l'exercice primordial de la citoyenneté. Enfin, l'un des atouts contemporains à exploiter dans le sens de l'instauration d'une politique intramondaine est donc le fait que les États aient décidé de s'associer en cette instance mondiale appelée l'ONU, car au sein de cette dernière, les peuples sont censés parvenir à un accord sur la façon dont ils veulent comprendre ce qu'ils ont déclaré en commun être les droits de l'homme. Or, de nos jours, cet accord n'est pas facile à réaliser car l'interminable discussion interculturelle à ce propos tourne autour du soupçon d'une idéologie européocentriste ou occidentale. Habermas propose donc, face à ce problème, de fonder l'universalité des droits de l'homme sur la base intersubjective que pourrait favoriser un espace de dialogue critique et constructif. Il transparaît, à travers sa pensée, une sorte de plaidoyer en faveur de la mise sur pied, à l'intérieur de chaque État, d'un débat interculturel dans l'optique de refonder l'universalité de ces droits sur une base essentiellement neutre.